On retrouve Ulrike Reisner pour notre interview du jeudi. Non, elle n'a même pas de sapin de Noël derrière elle. C'est la honte. Ces Allemands, ces Autrichiens n'ont plus aucune tradition. Je remets la caméra un peu droite. Voilà, ça sera mieux comme ça. J'ai toujours des problèmes de caméra. Tu le sais. On va parler quand même on voulait parler des révolutions de couleurs, mais l'actualité qu'on avait oublié quand on parlait la semaine dernière nous a rattrapés. Le chancelier allemand Scholz a fait l'objet d'une censure, d'une motion de censure. Il a perdu son vote de confiance. Il a perdu, et donc, oui. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la suite des événements, quel est le climat en Allemagne et les pronostics qui sont donnés sur les élections allemandes? Mais bien, tu sais, j'ai publié chez Les Courriers un petit texte lundi soir sur ce motion, sur ce vote de confiance. En effet, tout est planifié, c'est-à-dire c'est pas grand-chose, c'est pas très surprenant ce qui se passe à ce moment-là, parce que tout le monde a l'impression qu'il manque des idées. Alors c'est une situation comme le jeu échec, c'est un pacte, c'est-à-dire maintenant Scholz va essayer de gagner plus de popularité, ce qui est bien difficile parce que il manque des possibilités, des chances, etc. pour montrer ça. Tout le monde parle à ce moment-là qu'il veut bien rencontrer Monsieur Trump au mois de janvier pour montrer qu'il est un chancelier qui veut la paix en Europe, etc. Mais en tout cas, l'ambiance en Allemagne à ce moment-là, c'est pas très positif, parce que c'est l'économie qui a des grands problèmes. Il y a des problèmes en ce qui concerne la société, en ce qui concerne l'énergie, les prix montent encore. Alors tout le monde lutte un peu avec sa propre vie, et la politique, c'est bien sûr quelque chose qui se passe, mais en ce qui me concerne, je pense que c'est plutôt intéressant pour les médias. Alors, pour la population dans la rue. D'accord. Mais est-ce que on dit que le grand rival de Scholz, qui est Merz, qui est un chrétien démocrate, on dit qu'au fond, il y a des risques ou des chances, on ne sait pas, ça dépend comment on se passe, il y a des risques ou des chances que Merz fasse un moins bon score que prévu, et au fond, il y a des chances que Scholz sauve sa place et parvienne à faire un score au moins très correct et à former une coalition. Parce qu'en Allemagne, le problème, c'est qu'il y a le scrutin proportionnel et donc il y a forcément des coalitions entre plusieurs partis pour former un gouvernement. Alors, premièrement, il faut dire que on a constaté les dernières années qu'il y avait toujours des problèmes avec des sondages, parce que les sondages, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais dans les pays germanophones, les sondages sont présentés par des instituts qui sont eux-mêmes payés par différents groupes de lobby. C'est-à-dire, bien sûr, les sondages sont aussi un instrument de manipulation. C'est-à-dire, si on observe dans ce jour-là les sondages, on peut bien constater une certaine manipulation en ce qui concerne la volonté du voteur. De plus, il faut dire qu'il reste toujours l'AfD. Même si Merz ne gagne pas ces 30, 32, 33% qui sont prévus à ce moment-là, il reste toujours l'AfD. Et l'AfD va toujours gagner un très bon score, comme tu l'as dit la dernière fois. C'est-à-dire, il est bien probable que l'AfD
aura un score encore mieux que prévu à ce moment-là, et peut-être Merz un peu plus faible. Mais je pense que la troisième place reste toujours pour l'SPD, mais comme j'ai écrit dans mon texte lundi, il est bien probable qu'une coalition entre les deux grands partis populaires, c'est-à-dire les anciens partis, l'SPD, les sociaux-démocrates et les conservateurs, est bien probable. Parce que il faut constater une chose qu'il me manque toujours quand on parle à l'étranger de l'Allemagne. J'ai lu des analyses bien intéressantes du côté français, du côté français en ce qui concerne l'Allemagne et la situation. C'est très bien recherché, c'est très bien analysé, mais il manque, en ce qui concerne le système politique, une chose qui est énormément importante, c'est le fédéralisme. Parce que dans les pays qui sont des pays centralisés, on oublie toujours qu'il y a ce système de fédéralisme, c'est-à-dire, bien sûr, pour l'Europe, la question qui va être le prochain chancelier en Allemagne, c'est bien sûr important, non seulement en ce qui concerne l'UE, non seulement en ce qui concerne l'OTAN et la politique avec les États-Unis, etc., mais en ce qui concerne l'Allemagne, en effet, c'est pas trop important. Pourquoi? Parce qu'avec le fédéralisme, il y a toujours des gouvernements au niveau des Länder. Et comme tu vois, il y a toujours des coalitions entre les conservateurs et les sociaux-démocrates. On a quand même vu de France le sentiment que l'Allemagne aussi est dans une phase d'affaiblissement. Quel est l'impact des plans sociaux? Alors, on parle beaucoup notamment des difficultés de l'industrie automobile. On a entendu les grands plans de licenciement chez VW, chez Siemens. C'est quoi l'ambiance économique en Allemagne en ce moment? Oui, comme tu dis, alors on observe à ce moment-là une grande récession qui va rester. Moi, je suis convaincue que ça va rester. Mais il y a bien sûr plusieurs bases pour tout cela, et c'est pas un événement qui s'est passé seulement dans 1, 2, 3 jours. Il faut constater une chose qui est aussi bien importante, parce que c'est aussi ça aussi touche l'ambiance de la population. Il faut dire que dans le pays germanophone, particulièrement en Allemagne, il y a beaucoup des gens qui travaillent ici, qui ont comme on dit, qui sont des migrants, hein, c'est-à-dire qui viennent de notre pays de l'UE, par exemple. J'ai aussi souvent parlé de ça, de la Roumanie, de Bulgarie, Hongrie, Pologne. C'est bien important. Mais il faut dire que maintenant, pour ce genre-là, c'est difficile la situation parce qu'ils sont bien confrontés à cette situation, qu'il y a des problèmes avec les postes de travail, il y a des problèmes avec les salariés, il y a des problèmes avec les chances pour l'avenir. Il y a aussi un problème avec le chômage, et pour eux maintenant se pose la question: rester là ou bien retourner dans leur pays où il y aura peut-être des chances assez pareilles qu'en Allemagne. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, l'Allemagne perd à ce moment-là cette image d'être un grand pays avec des postes, avec du travail, avec beaucoup d'argent en ce qui concerne les bénéfices sociaux, etc. Hein? Alors, ça, ce sont des questions qui sont posées dans la rue. Aussi, on constate que avec les grandes, il me manque le mot maintenant, Gewerkschaft, c'est les entreprises.
Non, c'est les unions. Les syndicats. Hein? Avec les syndicats. Yeah, les syndicats, exactement. Alors, on voit aussi que les syndicats cherchent des possibilités pour aider les gens, mais le problème, c'est qu'il manque de l'argent à ce moment-là. Et ça, c'est une ambiance où il manque des idées, où il manque des stratégies, hein, pour améliorer la situation. Et soit que ça sera Friedrich Merz, soit que ça sera Scholz ou quelqu'un d'autre qui va être le chancelier, les problèmes restent toujours les mêmes. On voit quand même dans cette affaire, mais on le voit aussi vu de France, qu'au fond, la France et l'Allemagne s'affaiblissent et c'est paradoxalement, étonnamment, l'Italie de Giorgia Meloni qui devient le pays le plus puissant. On dit que Donald Trump va beaucoup dialoguer avec Giorgia Meloni et Meloni a été choisie par Politico, qui est un journal très, très proche du deep state américain. Politico a choisi Meloni comme la femme la plus influente d'Europe pour 2025. Meloni est en train de rassembler en ce moment les mouvements conservateurs européens. Comment tu sens, toi, cette émergence de l'Italie et cet axe américano-italien qui est en train de se créer? C'est drôle parce que quand tu m'as écrit, alors ça pourrait être un sujet pour notre petit entretien. J'étais bien surprise parce que chez nous, c'est pas un grand thème. Pourquoi? Parce que chez nous, on est tout à fait concentré sur l'AfD, sur les partis de la droite en Autriche, comme le FPÖ. Ou bien sûr, on est aussi concentré en ce qui concerne les mouvements en Slovaquie, en Hongrie, etc. Alors, j'étais bien, j'étais bien surprise, mais quand même, il faut encore distinguer les différents niveaux. Pourquoi? Parce que pour moi, il existe toujours ce que je appelle la réalité des médias. Les médias, ils font de la politique, c'est-à-dire aussi Politico fait de la politique par pousser des narratifs, par pousser des thèmes, par pousser des personnages. C'est pour ça que je suis toujours bien prudente quand il y a un mouvement comme ça, c'est-à-dire regardez cette Giorgia Meloni, et elle est maintenant une personnage bien influençante en Europe. Je me demande pourquoi. Parce que Politico, comme tu dis, c'est un média du deep state. Il faut aussi dire qui est le propriétaire de Politico. Hein? Alors, C'est Axel Springer. Hein? Et Axel Springer, c'est une très grande maison de l'édition avec des liens avec les États-Unis. C'est pour ça, si j'écoute quelque chose comme ça, je dis, ah, ça c'est intéressant. Pourquoi? Deuxièmement, il y a maintenant, bien sûr, cette histoire romantique en ce qui concerne les racines de Giorgia Meloni avec tout ce mouvement qui s'appelle Artreiu, c'est-à-dire il y a ce rassemblement en Italie des néoconservateurs du monde avec des orateurs bien connus, comme par exemple, je me rappelle, c'était un jour Steve Bannon, je pense que c'était en 2018, Steve Bannon, l'ancien stratège en chef de Trump, a été l'orateur principal du convention du Parti Fratelli d'Italia, c'est-à-dire c'est une grande histoire pour les médias, c'est romantique, c'est intéressant, c'est attirant. C'est quoi ces attraits où il faut peut-être expliquer en quelques mots? Cet attrait a été fondé par Giorgia Meloni avec une petite groupe d'amis. Je pense que c'était en
1998, quelque chose comme ça. Et c'était au début un petit festival marginal où se sont rencontrés des gens qui sont intéressés au conservatisme mondial et qui voulaient bien former quelque chose comme une nouvelle droite européenne. Aujourd'hui, c'est une grande chose, c'est-à-dire il y avait aussi le président de l'Argentine qui avait participé à ces événements. Et c'est-à-dire que pour les médias, c'est grande chose. D'autre part, il y a toujours le regard à la réalité, c'est-à-dire c'est quoi l'Italie à ce moment-là? C'est quoi l'Italie avec Giorgia Meloni comme Premier ministre? L'Italie aujourd'hui a toujours une dette publique de 3 billions d'euros, c'est-à-dire ce sont 3 milliards. La dette publique de l'Italie, elle est plus de 3 millions, 3 000 milliards non, 3 000 milliards d'euros, la dette. Ce que j'ai dit, 3 billions. 3 billions, et toi, 3 billions d'euros de dette publique, c'est-à-dire... Trillions, je pense que c'est 3 trillions. Trillions, d'accord. Maintenant, nous sommes sur le point. Trillions. Alors, 3 trillions d'euros, j'étais en anglais, parce que en anglais, c'est billion. Alors, 3 trillions d'euros de dette publique. Le PIB par habitant généré dans le Sud est 2 fois moins élevé que celui-ci généré au Nord. C'est-à-dire, il y a toujours cette voie, cette procédure pour déficit excessif qui a démissionné par la Commission. Et c'est pour ça que je vois toujours les faits. Hein. Alors, c'est-à-dire, s'il y a un média comme Politico qui appelle Meloni maintenant une personnage avec de l'influence, je me demande toujours pourquoi. Et maintenant, ça devient intéressant parce que si tu as en tête que l'année dernière, les échanges commerciaux entre l'Italie et les États-Unis ont dépassé 130 milliards de dollars et que les États-Unis sont la principale destination des investissements directs étrangers d'Italie, ça c'est clair parce qu'il y a des liens entre l'Italie et les États-Unis. Et il faut toujours ajouter peut-être que au mois d'octobre, c'était Larry Flint de BlackRock et Brad Smith de Microsoft qui ont rencontré Giorgia Meloni en Italie pour un investissement de près de 5 milliards d'euros dans un investissement intelligence artificielle cloud. Et si tu gardes en tête que le fonds qui a été créé entre BlackRock et Microsoft contient environ 30 milliards d'euros, c'est-à-dire c'est un 6e de ce fonds qui est investi en Italie. Et maintenant, je te demande, si tu regardes les chiffres, hein, et si tu lis un titre comme chez Politico, Giorgia Meloni, elle est une personnage bien influençante, c'est-à-dire il faut la garder, il faut la observer, elle a des très bien liens avec Monsieur Trump. Je te demande quoi penser? Alors, ta réponse, qu'en penses-tu? C'est une question d'argent, toujours. C'est une question d'argent. Excuse, l'Italie est aussi très important en ce qui concerne l'OTAN. Hein? Il y a des bases militaires là-bas. Hein? Et bien sûr, s'il y a la possibilité de influencer la politique en Europe, bon, on va choisir des personnages. Ici, c'est une certaine Giorgia Meloni, on va choisir une Giorgia Meloni. Hein? Et si c'est soutenu par un média comme Politico, tant mieux. Hein? Mais pour nous, il reste toujours la situation en réalité, c'est-à-dire pour quelqu'un qui vit
en Autriche et qui connaît très bien l'Italie, j'ai dit, bon, d'accord, il y a maintenant un gouvernement assez stable. Mais ce gouvernement, quand même, est confronté à des très grands problèmes en Italie. C'est-à-dire, j'accepte que pour les médias, c'est toujours bien important d'avoir des grands personnages. C'était toujours la même chose. Rappelle-toi, avec votre Macron, c'était tout à fait la même chose. Quand on a tellement adoré ce monsieur Macron au début, aussi ici dans les pays germanophones. Ah, c'est l'avenir, ce sont les nouvelles, c'est le nouvel type de politiciens. Non, merci, c'est ce que nous reste maintenant avec ces nouveaux types des politiciens. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Mais alors, est-ce que je résume ta pensée en disant que au fond, les États-Unis sont en train de monter en épingle, to pin Giorgia Meloni, parce que au fond, elle est leur vassale, elle obéit aux États-Unis et elle devient une marionnette des États-Unis. C'est ça que tu nous dis? Non, c'est exactement. Hein? Pourquoi? Parce que c'est qui le plus grand vassal des États-Unis en Europe? C'est l'Allemagne, non? Nous sommes d'accord sur ça. Maintenant, oui. Et maintenant, en Allemagne, c'est difficile à dire. Ah, c'est qui maintenant? C'est Monsieur Scholz? Alors, c'est pas grand-chose. C'est Monsieur Merz. Personne ne sait ce qui va se passer. C'est-à-dire, maintenant, il faut trouver des personnages qu'on peut bien présenter comme des personnages qui vont soutenir une axe aussi avec les États-Unis et Monsieur Trump. Mais moi, je suis bien honnête avec toi. Pour moi, ce sont que des narratifs dans les médias, ce sont des manipulations. Je les lis, je dis, d'accord, encore une fois, c'est maintenant Giorgia Meloni qui doit représenter ce nouveau type de politicien. On va voir. Hein? Parlons-nous dans 5 ans, on va voir. On va voir. Bon, on se parlera avant 5 ans. Alors, on ne se parlera pas pendant 15 jours parce que nous rentrons dans ce qu'on appelle la trêve des confiseurs, les fêtes de fin d'année. On se retrouve début janvier. Oui, volontiers. Une rentrée. Bon, eh bien, merci à toi. Bonne fête de fin d'année. Et à vous. À très bientôt.